Bonsoir, je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Je suis originaire de la région et comme vous l'avez dit, je ne sais plus ton prénom. Sébastien, excuse-moi. Je vis à Los Angeles depuis 6 ans maintenant. J'ai créé Weibo Global pour aider les PME à développer leur marché en Californie. Et je suis très contente aussi de pouvoir partager ce que j'ai appris de la culture américaine avec des Angevins. Donc en France, on est plutôt averti sur ce qui se passe aux États-Unis. Ça nous vient des médias, on a des séries télévisées, des films qui nous viennent tout droit d'Hollywood, et tout ça c'est très glossy, mais c'est pas vraiment la réalité. Pour mieux comprendre l'état d'esprit des Américains et être plus réactif et plus confiant, il faut sortir du filtre d'Hollywood. Il y a 3 éléments qui, à mon avis, sont importants. Le premier, c'est décoder les non-dits et éviter les situations où vous rentrez d'un salon et vous dites à vos collègues ça s'est bien passé, ils ont été très réceptifs sur le produit, par contre, j'ai pas signé beaucoup de contrats. Le deuxième élément important, c'est que être à l'aise avec la culture américaine, ça vous permettra d'être plus confiant et d'inspirer confiance. Donc, de faire des affaires, parce que c'est quand même la base des affaires. Le troisième, c'est de s'adapter, parce que quand on choisit de s'expatrier ou de développer des marchés à l'étranger, c'est à nous de nous adapter, c'est à nous d'adapter notre produit, notre approche ou notre service. Parce que dites-vous bien que votre partenaire en face sera, pour lui, vous aurez la même culture. Il pensera que votre culture est identique à la sienne. Donc souvent, alors ce soir je vais aborder 3 grands pôles. Donc le premier, c'est les habitudes culturelles au travail. Je vais parler de 4 valeurs qui sont importantes pour pouvoir se positionner. Et je vais parler des habitudes de négociation. Alors... Pardon. Attends. Ouais, c'est... Donc, la culture, on l'aperçoit souvent via les médias. Et les médias colportent souvent des idéaux politiques, ou bien via des séjours qu'on a pu faire à l'étranger. Donc je voudrais savoir ce soir, parmi vous, qui a passé quelques mois ou un peu plus de 6 mois aux États-Unis. D'accord, donc vous allez pouvoir vérifier ce que je dis. J'ai pas voulu cataloguer les Américains parce que c'est pas possible, tout le monde est différent et tant mieux. Mais je vais juxtaposer les 2 cultures pour en retirer les grandes caractéristiques. Donc j'ai travaillé sous un tableau qui est qui sont-ils, qui sommes-nous. Et j'ai choisi pour l'illustrer, décidément, voilà. J'ai voulu trouver 2 entreprises qui étaient dans le monde du numérique, qui étaient reconnues au niveau mondial et dont les directeurs étaient, depuis la création, toujours en place aujourd'hui. Alors, qui sont-ils, qui sommes-nous? En France, on est au pays des protocoles. Nous pratiquons les bonnes manières, nous sommes polis. Et lors d'une première rencontre, on peut être sur la réserve et se tenir à distance. Aux États-Unis, c'est la simplicité de la relation qui est importante. Donc, ils vont faire tout pour vous mettre à l'aise. Ils vont être très cool, très décontractés. Ils peuvent même vous taper dans le dos. Et nous, Français, on peut prendre ça pour de l'arrogance. En France, on aime les intellectuels. On aime la subtilité. On pratique l'implicite. Aux États-Unis, ils sont pragmatiques, droits, transparents et pratiquent l'explicite. En France, on aime bien savoir pourquoi. Mais eux veulent savoir comment. En France, on respecte les grandes, les belles idées. On a du goût pour le débat, on aime les avis tranchés. Aux États-Unis, ils respectent l'action sous toutes ses formes. Pour ça, j'ai un exemple. C'est l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché. Mon mari, c'est une émission qu'on ne regarde pas ensemble parce que mon mari déteste.
Pour lui, c'est un talk show qui devrait passer à la radio. Il ne comprend absolument pas le concept. Pour lui, c'est de la dérision, des critiques négatives. Il ne sait même pas si à la radio, il l'écouterait. Donc pour vous dire que... je vais pas y arriver avec... C'est en haut. Voilà. Mais là, je recule. Donc c'est en bas, je vais descendre. En France, on a une histoire et on la valorise. On a un temps pour tout, pour le travail, la famille et les vacances. Aux États-Unis, le temps, c'est le futur. L'important, c'est le présent et le futur. Et même en vacances, le temps doit être productif. En France, pendant nos réunions, le manager doit convaincre son équipe, il doit l'informer, convaincre son équipe et trouver un consensus. Aux États-Unis, on pose une réunion pour prendre une décision et ensuite on passe à l'action. En France, nous nous auto-analysons et ça depuis tout petit. On a appris à toujours faire mieux, on améliore nos qualités et on améliore nos défauts. Aux États-Unis, ils sont confiants, il n'y a pas de place pour le doute et ils mettent leurs qualités en avant. Alors il y a quand même une chose qu'on a en commun. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Non, vous n'avez pas d'idée. Évidemment. La chose qu'on a en commun, c'est de penser que chacun de nos pays est le meilleur au monde, a le meilleur système économique, politique et social. Les Américains sont très... Il y a une déclaration d'Abraham Lincoln qui dit que l'Amérique est ce qu'on peut espérer de mieux pour l'humanité. Et c'est très ancré dans le collectif américain. Et puis en France, on mentionne beaucoup sur ce qui se passe, quoique ça va peut-être changer avec le livre de Christine Lewicki, J'arrête de râler. Mais j'ai toujours entendu des Français me dire on a quand même beaucoup de chance en France. Donc, alors maintenant on va parler de... Évidemment... Attends, je vais le faire comme ça, je pense. Ouais. D'accord. Donc, pour parler des valeurs, j'en ai choisi 4 qui, pour moi, ont été un peu des énigmes quand je suis arrivée. Et une fois que je les ai eues comprises, ça m'a ouvert vraiment des portes. Je les ai illustrées par des citations qui sont ici. La première, c'est le positivisme. Je suis arrivée en 2008 et tout s'effondrait, les banques, la bourse, et c'était vraiment effrayant. N'empêche que j'entendais des Américains me dire on va en tirer quelque chose, c'est une bonne leçon, on va tirer quelque chose de ça. Les plus grandes entreprises, les plus belles entreprises se sont créées en période de crise. Alors j'avais du mal à comprendre parce qu'on n'est quand même pas au pays des bisounours, mais c'était très positif quand même comme réflexion. J'ai trouvé une déclaration d'un Français qui vit en Californie depuis un moment, il travaille dans le secteur bancaire, et c'est une déclaration qui est très inspirée de la déclaration d'indépendance. Donc il a écrit « Le pays s'est construit sur la notion de poursuite du bonheur. Cela crée une nation qui se cherche, se trouve et vit sa vocation. Donc l'Américain encourage et ne produira pas de jugement négatif à propos d'un travail, d'une proposition ou d'un produit. Une personne vivant sa vocation sera passionnée, donc bien dans sa peau, et travaillera par plaisir plus que par besoin. » La deuxième, c'est les libertés. Alors, on a beaucoup de libertés aux États-Unis. On a la liberté d'entreprendre, on peut créer sa société dans la journée si on le souhaite.
On a les libertés de religion, les sectes sont reconnues comme des religions. La liberté de porter une arme, liberté d'orientation sexuelle, liberté d'éducation, et même une liberté au niveau des choix médicaux. Quand Obama a proposé son système Obamacare, je suis en Californie, c'est un État démocrate, et j'entendais des gens me dire, mais quand même, ce qu'il est en train de créer, c'est un peu s'immiscer dans notre vie privée. Parce que je devrais être capable de choisir mon assurance médicale et d'en choisir une si je le veux ou non. Pour une Française, c'est quand même dur à intégrer cette notion. Donc, parce que pour moi, la liberté, c'est justement d'avoir un système unique. L'action. La valeur de l'action, de passer à l'action aux États-Unis, c'est très fort. C'est un devoir, ce n'est pas une option suite à une réflexion. L'action, c'est réaliser ses rêves. C'est la base de la reconnaissance et l'accès au pouvoir. Il y a un côté moralité. Si on est engagé dans une association, on est impliqué, c'est moralement OK. Perdre son temps dans un travail qui ne nous plaît pas, c'est immoral. La compétition et la concurrence, les Américains pensent que la compétition et la concurrence tirent l'individu vers le meilleur, et aussi les entreprises. Et il y a certains aspects sociaux qui sont arrivés par l'entreprise aux États-Unis, comme les congés payés. Une entreprise a commencé à proposer des congés payés pour être plus compétitive, pour attirer certains ingénieurs. Et ensuite, les autres entreprises se sont mises au diapason. Voilà. Et récemment, avec les congés maternité, parce que c'est assez récent, je crois que c'est Google qui a mis ça en place. Et ensuite, les entreprises de la Silicon Valley se sont mises au diapason aussi. Alors, on arrive à la négociation. Alors, j'ai identifié 4 étapes. La première, c'est se préparer. La deuxième, c'est faire une présentation visuelle. C'est très important. Vous n'avez pas d'entretien, de négociation sans avoir de présentation visuelle. Je vais parler des habitudes de négociation et enfin de savoir montrer votre ambition. Alors, l'objectif de la négociation, qu'est-ce que c'est aux États-Unis ? L'objectif, c'est de faire de l'argent. On n'est pas là pour faire connaissance. Les Américains, si vous avez des entretiens avec des Américains, c'est pour savoir si vous allez faire de l'argent avec eux, oui ou non. Les cultures anglophones sont vraiment ouvertes et prennent le risque de travailler avec des petites entités. Si elles sentent le potentiel ou un intérêt dans votre start-up ou entreprise, elles se lanceront. Elles vous accompagneront. Mais alors soignez votre capacité à leur montrer comment vous allez leur faire de l'argent. Fixez vos objectifs de réunion et suivez l'ordre du jour. Ils suivent les procédures. Et nous, on a cet esprit de synthèse qui nous fait aller un peu rapidement parfois. Donc, aux États-Unis, on peut vous demander vos slides ou les sujets que vous allez aborder pendant la réunion, avant la réunion. Préparez une présentation visuelle, claire, concise et explicite dans les instructions. C'est un support à votre discours, bien sûr, et parlez au futur, parlez du futur, apportez des faits, et tout ça sous l'angle de l'innovation. Et sachez aussi que eux seront calés, il y a une expression qui dit « do your homework ». Eux se seront préparés. Donc, et s'ils ne le sont pas, de toute façon, ils auront des spécialistes avec eux, qui sont souvent des avocats, qui seront vraiment préparés. Donc, malgré le respect des relations et la convivialité, ils peuvent être durs en négociation parce qu'ils ont vraiment cet esprit de compétition en eux et ils sont obstinés. Ils font des compromis quand ils arrivent au pied du mur. C'est never give up. Alors fixez vos objectifs mais aussi fixez vos limites de négociation.
Ils apprécieront si vous, à un moment donné, sortez de la négociation parce que vous êtes à vos limites. Donc, c'est vraiment... sachez jusqu'où vous pouvez aller. Les entretiens en négociation sont rationnels, il n'y a pas d'émotionnel. Réussite et échec aux États-Unis font partie du jeu. Et l'échec, c'est un gain d'expérience. Donc, si vous montrez votre déception, ils ne comprendront pas parce que pour eux, vous devez forcément tirer quelque chose de ce que vous venez de vivre. Si ce n'est pas avec eux, ce sera avec quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain ou après-demain. La négociation, c'est un lieu de travail où les deux parties doivent être gagnantes. On se concentre sur la tâche commune. On se concentre sur les intérêts de chacun et pas sur les positions de chacun. Alors, les aspects sociaux, ça dépend... Là, donc j'ai fait une petite liste de nos atouts et puis des aspects où on doit faire attention. Je vais parler des aspects sociaux. Alors, je vais parler de la Californie parce que ça peut être très différent à New York, par exemple. Les repas d'affaires, en Californie, on prend le temps de déjeuner, on prend une demi-heure, 45 minutes. Le soir, c'est plutôt 1 heure ou un peu plus d'1 heure. Si vous voulez faire apprécier, si vous avez un Américain en France, si vous voulez faire apprécier un bon vin, c'est plutôt en apéritif. Le dress code, en Californie, c'est plutôt décontracté, mais j'ai remarqué qu'ils attendent de nous, Français, qu'on soit correctement habillés. Et pour les cadeaux, ne faites pas de surprise, prévenez-les. Parce qu'ils peuvent prendre ça pour une technique d'influence. Donc vraiment, prévenez-les si vous voulez apporter quelque chose, et la personne en parlera à sa hiérarchie et verront dans quel cadre ça peut se faire. Offrez votre produit et son service, ce sont des inséparables. Ce sont des inséparables aux États-Unis. J'ai l'exemple d'IKEA, je viens de rénover ma maison, c'est pour ça. Et IKEA fonctionne très bien. Par contre, au niveau politique de retour des produits, services, ils ont une très très mauvaise réputation. Donc il faut vraiment être clair sur les services que vous apportez. Posez des questions. Aux États-Unis, poser des questions, c'est montrer son intérêt. Ils vous poseront beaucoup de questions, et peut-être des questions gênantes. Alors, vous aussi, à la moindre incompréhension, au moindre doute, posez des questions. Montrez que vous avez une stratégie, un plan A, B, et aussi un système D, parce que c'est là où on est fort avec notre esprit de synthèse. Et c'est là où ils apprécient vraiment cette compétence qu'on a. Être client ou fournisseur fidèle ne vous donnera pas de traitement de faveur, il y a très peu de relations copain-client. Et enfin, je vais revenir sur la précédente. Savoir montrer son ambition. En France, quand on montre son ambition, quand on met ses atouts en avant, on peut perdre sa crédibilité. Aux États-Unis, c'est le contraire. Si vous ne le faites pas, c'est une faiblesse. Parlez de vos rêves. Dites-leur que vous allez changer le monde. Soyez passionnés, impliqués, convaincus que votre produit a sa place sur leur marché. Mettez votre modestie française au placard. Et les Américains aiment les leaders et ils les détectent très jeunes. Et ils adorent les entrepreneurs. Ce sont des rockstars aux États-Unis, les entrepreneurs. Par rapport à... Je voulais parler de Steve Jobs quand il faisait des présentations et il disait « Regardez cet iPad, il va vous changer la vie ». Ben oui, il nous a tous changé la vie parce que lui en était convaincu. Donc il faut vraiment... les États-Unis, il faut y aller avec ses tripes. Pour conclure, je dirais que parler une langue étrangère, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour comprendre toutes les subtilités de la culture. Donc, préparez-vous. Vous faites appel à un professionnel. Respectez les règles et les procédures.
Et en cas de problème, utilisez votre esprit de synthèse, utilisez votre créativité et votre finesse d'esprit. Et on est très fort pour ça en France. Mais faites-le sous l'angle, avec pragmatisme. Affirmez-vous et osez vous mettre en avant, car c'est un vrai ticket gagnant pour les États-Unis. Et enfin, le monde entier regarde ce qui se passe en France, et les Américains les premiers. Donc l'idée, ce n'est pas d'être chauvin, c'est de comprendre et d'apprécier les cultures qui nous entourent pour défendre nos intérêts. Moi, du coup, j'en ai une, à chaque fois. Combien de temps ça t'a pris quand t'es arrivé là-bas, je suppose, comme on serait arrivé n'importe lequel d'entre nous, combien de temps ça t'a pris pour réellement te sentir bien dans ce changement de culture, en fait? Parce que je pense que ça doit être un petit peu vraiment malgré tout au début. Alors on dit, il y a une expression qui dit, au bout de 3 ans, on commence à se sentir chez soi, et si on passe les 5 ans, on reste aux États-Unis. Donc au bout, ça prend, enfin pour moi, c'est vrai que les 3 ans ont été un cap décisif. Ça a été beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'au début, ça prend du temps d'intégrer toutes ces nouveautés. Bon, vraiment, vous êtes sûr? S'il y en a une. Bonsoir et merci pour la présentation. Il y a une rumeur où on dit d'un choc culturel qui s'est passé entre des cadres d'Orange et les gens de chez Facebook lorsqu'il a voulu avoir un rapprochement entre les deux sociétés pour développer des produits communs, où il y avait des cadres d'Orange qui arrivaient en costard et qui demandaient à parler au grand patron et qui se sont vus en fait recevoir par un chef de service, un chef d'équipe. Et ça a été assez mal perçu par Orange avec cette attitude un petit peu altière de parler de pair à pair et de ne pas être reçu justement par le grand patron. Et est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce qu'il y a vraiment des exemples comme ça de choc entre nos géants et les géants des États-Unis qui sont passés plutôt froidement? Ouais, ça arrive. C'est pour ça qu'il faut se préparer et connaître la culture du pays avec lequel vous allez travailler, parce que forcément, il y a toutes les cultures sont différentes et elles ont toutes leurs forces et leurs faiblesses. Comme un individu a ses qualités et ses défauts. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Mais l'idée, c'est d'apprendre à justement à se connaître et à respecter les valeurs, les tabous et les faire avec tout ça. Mais forcément, c'est pas toujours une évidence, les fusions comme ça entre deux grandes entreprises. Forcément, ça passe par des périodes d'apprentissage en fait pour se connaître. Est-ce que je réponds à ta question? Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question? Moi j'avais une question par rapport à l'approche des Américains avec l'argent. Ouais. Parce qu'on entend souvent parler d'Américains, on les rencontre, ils nous balancent leur salaire comme ça, des choses comme ça. Et est-ce que c'est une légende justement, ou est-ce qu'ils ont une approche un peu différente de la nôtre, dans le sens où en France c'est pas tabou l'argent? Alors et chez eux peut-être différemment. J'en parlais récemment avec une copine allemande qui me disait en Allemagne c'est tabou de parler du salaire, mais je comprends pas pourquoi c'est tabou. Et je lui disais mais j'ai l'impression qu'on a une idée reçue justement par rapport à l'argent. Moi j'ai rarement rencontré des Américains qui me lâchent leur salaire ou le tarif de leur maison comme ça en vrac. Mon mari est américain. C'est un vrai américain, il déteste aborder ces sujets. Et quand on lui demande, parce que ça arrive, c'est souvent des Français qui lui demandent, parce qu'ils se disent les Américains, ils peuvent nous donner leur salaire comme ça. Très vite, il esquive la question. Et je pense pas... c'est pas vraiment une... Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais rencontré d'Américains qui se lâchent comme ça.
Par contre, ils vont peut-être pas parler de l'aspect personnel, mais ils vont parler facilement d'argent. Ouais, dans le monde du travail. C'est ce que dans le monde du travail, c'est très, ça revient toujours. Mais par rapport à la vie privée et par rapport au salaire, moi, j'ai jamais rencontré de personne qui répondait franchement à une question comme ça.